prochaine hôte des juridictions ivoiriennes, Simone Gbagbo. Le 22 octobre, débutera son procès devant la cour d'assises d'Abidjan. Elle est inculpée de génocide. 100 000 combinaisons de sûreté contre Ebola, c'est la commande lancée par le Royaume-Uni pour le personnel soignant en Sierra Leone. Protester contre la peine de mort, c'est entre autres raisons ayant rassemblé hier plusieurs dizaines de personnes devant le Parlement marocain. Un appel d'Amnesty International. Bonjour à vous, chers fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition de journal sur Sika. Le procès de Simone Gbagbo débutera le 22 octobre prochain devant la cour d'assises d'Abidjan. Inculpée notamment pour génocide après la crise post-électorale de 2010 à 2011, l'ancienne première dame ivoirienne devra répondre de ces accusations dès la semaine prochaine. Annonce faite ce mardi par Hervé Guamene, l'un de ses avocats. Oh, honte Ban Ki-moon. Oh, honte Sarkozy. Oh, honte Obama. Ainsi s'exprimait Simone Gbagbo lors d'un meeting pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui a secoué la Côte d'Ivoire. Arrêtée le 11 avril 2011 en compagnie de son mari et détenue à Odiéné dans le nord-ouest du pays, elle est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité. La Côte d'Ivoire refuse toutefois de la transférer à La Haye où Laurent Gbagbo est incarcéré depuis plus de 2 ans, arguant que son système judiciaire est désormais en mesure d'organiser son procès de manière équitable. Simone Gbagbo, âgée de 65 ans et surnommée la Dame de Fer, a été autant respectée pour son parcours dans l'opposition que crainte en tant que présidente à Poigne, accusée d'être liée aux escadrons de la mort contre les partisans d'Alassane Ouattara, désormais au pouvoir. Simone Gbagbo et les autres prévenus, dont une partie bénéficie de la liberté provisoire, sont convoqués devant la cour d'assises le 22 octobre prochain, a affirmé Maître Guamene. Quelques 90 autres personnalités proches de l'ex-président Laurent Gbagbo seront également jugées selon une source judiciaire. Rassemblés contre nous, le lion ne se laisse ni effrayer par leur voix. Aucun partisan important d'Alassane Ouattara n'a pour l'instant été inquiété. La société civile ivoirienne dénonce une justice des vainqueurs manquant d'impartialité. Bien loin de la Côte d'Ivoire, le fils de l'ex-président malgache Marc Ravalomanane a accusé les autorités du pays d'avoir kidnappé son père. Rappelons que ce dernier a été arrêté lundi de retour d'Afrique du Sud où il a passé 6 bonnes années d'exil. Il est retenu dans des conditions inconnues. L'arrestation de l'ex-président de Madagascar entraîne moult réactions. Le fils de l'ancien président malgache est formel. Marc Ravalomanane a été kidnappé et non enlevé à son retour au pays. Il s'agit d'un kidnapping du président Marc Ravalomanane de la part du président Heri Rajaonarimampianine. Ils ont utilisé des bombes lacrymogènes et des fusils à pompe. Ils n'ont même pas montré de papier en règle pour justifier leurs agissements. Au dire de la famille de l'ancien président, les autorités malgaches n'ont pour l'instant rien dévoilé, ni du lieu où est détenu Marc Ravalomanane, ni du traitement auquel il est soumis. On ne sait vraiment pas comment il est traité là où il est et on demande à le voir. On est triste et on a honte de voir qu'on se traite ainsi entre malgaches. Où est le statut de chef d'État quand on voit comment ils l'ont traité? La question reste posée. La famille de l'ancien président appelle les autorités malgaches à prouver que Ravalomanane n'est victime d'aucun acte de violence. Aussi demande-t-elle à le voir dans les plus brefs délais.
À présent, quelques nouvelles du Paralympique sud-africain. Le parquet s'est opposé ce mardi à une réhabilitation rapide d'Oscar Pistorius qui tente d'éviter la prison pour avoir abattu sa petite amie. Ceci en attaquant le portrait décrit par la défense d'un être charitable, assumant ses torts et incapable de résister à la brutalité d'une incarcération. Plus posé que la veille, quand la suggestion d'une peine de travaux d'intérêt général avait déclenché sa fureur, le procureur Guérinel s'en est pris à l'argumentaire d'Annette Verger, fonctionnaire des services de probation. Après avoir insinué que Pistorius risquait d'être violé et exposé au manque d'hygiène en prison, celle-ci a été donc contrainte d'admettre que ce ne serait évidemment pas le cas s'il devait être incarcéré sous régime hospitalier. La juge Thokozile Mazipa, qui pourrait donc trancher dès vendredi prochain, a assisté à cet échange tendu, opinant de la tête. Et toujours parlons de Oscar Pistorius. Lundi déjà, la défense du champion paralympique sud-africain a fait comparaître 2 témoins pour appuyer sa demande d'une peine modérée. Il s'agit de sa psychologue qui a affirmé que les remords du sportif sud-africain étaient sincères et un responsable pénitentiaire qui a suggéré de lui infliger un travail d'intérêt général. Retour sur les faits. Au premier jour de la reprise des audiences destinées cette fois à déterminer la peine, la parole était aux témoins de la défense de l'ex-champion paralympique, reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir abattu sa petite amie Riva Steenkamp de 4 balles en février 2013. Nous sommes face à un homme brisé qui a tout perdu, a expliqué la psychologue Laure Hazenberg qui a suivi Pistorius après le drame. Il a perdu sa réputation morale et professionnelle, il a perdu des amis, il a perdu sa carrière et par conséquent la possibilité de gagner sa vie et son indépendance financière. La psychologue a décrit des séances de thérapie au cours desquelles Pistorius était incapable de parler, se contentant de pleurer et de s'effondrer. Selon elle, le jeune homme de 27 ans éprouve un sincère remords et souffre pour la famille de sa victime. Le redoutable procureur Guérinel a évidemment contre-attaqué en pointant la douleur de la famille Steenkamp, brisée elle aussi. Le second témoin était un travailleur social attaché au service pénitentiaire sud-africain. Il a provoqué la fureur de Guérinel en suggérant, sur la base d'un rapport établi par ses services, que Pistorius soit condamné à un travail d'intérêt général de 16 heures par mois sous le régime des arrêts domiciliaires pendant 3 ans. Les bras au ciel, le procureur Guérinel a explosé, traitant cette proposition d'inappropriée et choquante. Le père de Riva Steenkamp, Barry, s'est quant à lui pris la tête entre les mains pendant que le second témoin s'exprimait. Les audiences doivent durer plusieurs jours où le procureur pourra lui aussi citer des témoins pour tenter d'influencer la juge en faveur d'une peine plus lourde. Ces audiences ont une importance capitale pour Pistorius car dans le cas d'un homicide involontaire, la peine peut aller d'une simple amende à plusieurs années de prison ferme à la discrétion du juge. Direction le Mozambique, la branche de l'opposition dite modérée, le mouvement démocratique du Mozambique, propose une alternative non violente dans le cadre des élections qui auront lieu dans le pays dès demain. Alors que le parti au pouvoir, le Frelimo, et son principal rival de l'opposition, la Renamo, sont à couteau tiré depuis 2 années, Davis Simango craint que la défaite à l'élection de mercredi pour l'un des 2 rivaux puisse raviver la tension dans le pays. La question que se pose Simango est de savoir si l'un des 2 acceptera la décision des urnes en cas de perte. Les analystes estiment que le parti de Simango, le seul parti non armé et modéré du Mozambique, pourrait bien changer le paysage politique dans ce pays producteur d'énergie dominé pendant des décennies par le Frelimo et la Renamo qui ont eu à s'affronter dans une guerre civile qui a duré 16 bonnes années. La mobilisation de la communauté internationale s'accroît face à l'entêtement meurtrier du virus Ebola. Accusations, nouveaux décès, réunion de conseil de sécurité. Voilà quelques points abordés dans ce reportage. Réunion de crise à la Maison-Blanche avec les conseillers à la santé et à la sécurité nationale après l'annonce d'un nouveau cas d'Ebola au Texas.
Les États-Unis vont devoir repenser leur approche d'Ebola après la contamination d'une femme au Texas qui avait soigné un patient atteint du virus et décédé mercredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit mardi à New York sur la propagation du virus Ebola, alors que le président Barack Obama et le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon ont appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour faire face à l'épidémie. Les autorités américaines prennent extrêmement au sérieux le risque d'épidémie et encore plus depuis l'annonce dimanche qu'une infirmière de 26 ans a été contaminée à Dallas, au Texas, dans l'hôpital où est décédé le Libérien Thomas Eric Duncan le 4 octobre. D'après un communiqué de la présidence française, Barack Obama et son homologue français François Hollande ont souhaité lundi une mobilisation accrue de la communauté internationale et de l'Union européenne en étroite coordination avec les Nations Unies, l'OMS et les pays concernés. Les ministres de la Santé de l'Union européenne doivent se réunir jeudi à Bruxelles pour discuter notamment d'un renforcement des contrôles aux frontières et mieux coordonner la prévention face au risque de propagation de la maladie. En Espagne, l'époux de l'aide-soignante infectée par le virus Ebola a dénoncé lundi des failles dans le traitement de la maladie et exigé dans une lettre ouverte à la presse la démission d'un responsable de santé publique de la région de Madrid. Teresa Romero, aide-soignante à l'hôpital Carlos III de Madrid, a passé lundi son 8e jour à l'hôpital et son état était toujours considéré comme grave. Les syndicats de soignants ont dénoncé une formation insuffisante au protocole de sécurité et plus particulièrement à la manière avec laquelle il faut enlever la combinaison de protection. C'est en effet le moment le plus délicat selon les experts. Du côté de l'Allemagne, on apprend ce mardi qu'un Soudanais, employé de l'ONU et contaminé par Ebola, qui avait été accueilli jeudi à Leipzig en provenance du Libéria, est mort. Le patient malade de la fièvre Ebola est mort dans le courant de la nuit à la clinique Saint-Georges de Leipzig. L'homme était âgé de 46 ans. Cet homme qui était l'un des 3 patients contaminés par Ebola que l'Allemagne avait jusqu'à présent accueillis. Un autre malade, un médecin ougandais travaillant dans une organisation humanitaire italienne, est soigné depuis le 3 octobre dans un hôpital de Francfort. Pendant ce temps au Brésil, une deuxième série d'analyses a confirmé que le Guinéen placé vendredi en quarantaine dans l'attente d'un diagnostic n'est pas porteur du virus Ebola, d'après le ministre de la Santé brésilienne. Les équipes médicales ont enquêté. Il ne s'agit pas de l'Ebola. Cela est certain. Comme nous avons la perspective, du moins compte tenu de ce que l'Organisation mondiale de la santé a demandé, pour une durée de 6 mois, un contrôle total de l'épidémie en Afrique, nous ne pouvons pas relâcher les actions que nous avons mises en place. Maintenant, le patient pourra sortir de son isolement et le processus de surveillance des 64 personnes qui avaient été en contact avec lui sera suspendu. Vivement qu'Ebola soit freiné dans sa course dévastatrice. Au Royaume-Uni, le gouvernement a demandé à une entreprise britannique de fabriquer 100 000 combinaisons de sûreté contre Ebola pour le personnel soignant. Ces combinaisons devraient être disponibles et livrées en Sierra Leone d'ici 5 mois. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées hier devant le Parlement marocain à Rabat à l'appel de la branche marocaine de l'association Amnesty International. C'était pour protester contre la peine de mort toujours en vigueur dans le pays et demander à ce que le Maroc applique les conventions internationales et bannisse la peine capitale du droit marocain. Je suis contre la peine de mort parce qu'aucun État ne doit avoir le droit de tuer ses citoyens. Principal message au cœur de ce rassemblement tenu devant le Parlement marocain à Rabat, une initiative de la branche marocaine d'Amnesty International. Cette manifestation est l'occasion d'adresser un message au gouvernement marocain, au moment où le monde entier est en train de revoter sur la décision de mettre fin à la peine de mort, pour lui dire de regagner les rangs des pays qui ont aboli cette peine inhumaine. Présent aux côtés d'Amnesty International, le réseau national pour l'abolition de la peine de mort au Maroc, luttant pour la même cause. Le Maroc est obligé maintenant d'abolir la peine de mort et d'éliminer les lois nationales conformément aux conventions internationales, aux valeurs humaines et à l'éthique politique. Voilà qui relance le débat sur la peine de mort au Maroc. Une peine que prévoit le Code pénal marocain pour l'homicide aggravé, la torture, l'incendie criminel, l'attentat à la vie du roi, entre autres. La dernière exécution a eu lieu en 1993 dans le pays.
Ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de rester toujours câblés et Sika. Au revoir.